Est-ce que vous aussi, gamin, vous aviez hâte que l'été arrive pour partir en colonie de vacances? Vous savez, le camping, les nouveaux amis, les activités de plein air, un programme bien chargé qui a enchanté des générations entières d'enfants et d'adolescents, été après été, à travers le monde entier. Pourtant, aux USA, l'horreur va frapper dans l'un de ces camps d'été en juin 1977. 3 fillettes ont perdu la vie dans des circonstances terrifiantes au camp Scott. Aujourd'hui, je vais vous raconter cette tragique histoire et l'enquête rocambolesque qui en a découlé. Installez-vous confortablement, montez le son, c'est parti pour ce nouvel épisode de HVI qui va vous glacer le sang. Générique. L'histoire d'aujourd'hui nous emmène au centre des États-Unis, plus précisément dans l'État d'Oklahoma. Nous sommes le 12 juin 1977 et 140 jeunes campeuses s'apprêtent à rejoindre le camp Scott dans le comté de Maize. C'est une belle journée d'été, les fillettes font connaissance dans le bus qui est parti de la ville de Tulsa, dont sont d'ailleurs originaires la plupart des filles. À l'arrivée, Laurie Lee Farmer, âgée de 8 ans, Michelle Heather Guzet, âgée de 9 ans, et Doris Milner, 10 ans, s'installe dans la tente qui leur a été attribuée, la tente numéro 8. Les tentes sont montées sur des plateformes de bois et des lits de camp y sont disposés pour plus de confort. C'est ici que les filles vont passer les 2 prochaines semaines. Le camp Scott est assez étendu, il est d'ailleurs divisé en plusieurs secteurs dont les noms évoquent les tribus indigènes. Parce que l'Oklahoma est le terrain de plusieurs tribus natives d'Amérique et le camp Scott se trouve en terre Cherokee. Les préadolescentes sont donc installées sous la tente numéro 8 dans l'unité Kiowa. D'après la carte, le secteur Kiowa est le plus éloigné du sentier principal, The Cookie Trail, et se trouve d'ailleurs dans un cul-de-sac à l'ouest. Leur tente est d'autant plus isolée que, depuis la tente des surveillants, la vue est obstruée par le bâtiment des douches. Arrivées en milieu d'après-midi, les filles ont eu le temps de s'installer et de prendre leur marque avant le dîner, mais en début de soirée, un gros orage éclate, forçant les filles à rester sous leur tente au lieu de prendre part aux festivités qui sont normalement organisées autour du feu de camp. Les surveillantes, 3 jeunes femmes âgées de 18 à 20 ans, distribuent aux 27 fillettes du sous-campement Kiowa des feuilles de papier et des stylos, et elles leur proposent d'écrire une lettre à leur famille pour les occuper un petit peu avant d'aller au lit. Un petit peu avant 22h, l'une des superviseurs de l'unité Comanche, située un peu plus au sud, aperçoit de la lumière dans les bois se dirigeant vers le nord, en direction donc du sous-campement Kiowa. N'étant pas vraiment sûre de ce qu'elle a vu, elle décide de n'en parler à personne. À 22h, Dee Milner, l'une des surveillantes de l'unité Kiowa, fait sa ronde. Âgée de 20 ans, la jeune femme vérifie une à une les tentes, les 27 jeunes filles sont présentes et semblent toutes passer un bon moment. L'heure étant tardive, Dee conseille aux filles d'aller dormir pour être en forme le lendemain afin de participer aux premières activités de leur séjour. Après quoi, elle va elle-même se coucher. 2 heures plus tard, soit aux environs de minuit, Carla Wilhite, 18 ans, une autre monitrice en charge de Kiowa, accompagne quelques jeunes filles qui souhaitent aller aux toilettes. Et vers 1h30 du matin, Carla, excédée par le bruit que font certaines filles dans le silence de la nuit, va leur demander d'arrêter immédiatement de parler et de dormir. Sur le chemin pour retourner à sa tente, elle entend un bruit sourd et guttural qui semble venir de derrière l'arc de cercle formé par les tentes au niveau de la forêt. Elle pointe alors sa lampe torche dans cette direction et le bruit cesse. Sur le moment, elle est incapable de dire si le bruit qu'elle a entendu est un bruit d'origine humaine ou si c'est le son d'un animal qui vit dans la forêt. Aux environs de 3h du matin, plusieurs filles sont réveillées par différents bruits. On parle d'un cri strident et de bruits de pleurs d'une fillette réclamant sa maman. Mais étant donné que l'orage a grondé toute la nuit, que c'est la première nuit au camp, loin des familles, personne ne s'est vraiment inquiété et pense qu'il s'agit tout simplement d'une petite fille qui a du mal à s'habituer à la colonie. Dans le même laps de temps, quelqu'un s'est frayé un chemin au travers du sous-campement Kiowa, volant différentes affaires personnelles dans les tentes, comme par exemple des lunettes. Et le dernier témoignage de cette nuit nous vient des adolescentes dans la tente numéro 7. Un homme aurait relevé le pan de leur tente pour éclairer l'intérieur de celle-ci. Après quelques instants, il aurait remis en place le bout de tissu et aurait continué son chemin vers la tente numéro 8.
Carla Wilhite a programmé son réveil à 6h du matin, histoire d'avoir le temps d'aller se doucher avant de réveiller les petites campeuses. En se dirigeant vers Quapaw Camp et la bâtisse réservée au personnel, elle aperçoit quelque chose du coin de l'œil à l'intersection de deux chemins. Pensant d'abord à un ou plusieurs sacs de couchage égarés, Carla s'approche et elle réalise avec effroi qu'à côté gît le corps sans vie d'une petite fille. L'enfant repose sur le dos. Elle est dénudée de la taille jusqu'aux chevilles. Ébranlée par sa terrible découverte, Carla court réveiller Dee et Suzanne, les autres monitrices, pour qu'elles l'aident à vérifier les tentes et surtout l'état de santé de leurs occupantes. Dee commence par contrôler la tente numéro 8 et se rend très vite compte que celle-ci est vide. Les deux autres campeuses se sont volatilisées. Carla se précipite vers l'infirmerie pour prévenir les secours. Pendant que l'infirmière se rend sur les lieux pour tenter d'aider la jeune victime, Carla rejoint la maison où loge la directrice du camp, Barbara Day, pour l'informer des terribles événements survenus pendant la nuit. En arrivant à proximité du corps, l'infirmière ne peut que tristement constater le décès de la fillette. On apprendra plus tard qu'il s'agit de Denise Milner. Elle a été blessée à la tête et ses mains sont ligotées dans son dos. À proximité de la dépouille, deux autres sacs de couchage gisent au sol. C'est Richard Day, le mari de la directrice, qui a la lourde tâche de regarder à l'intérieur des deux duvets. Il y découvre, hélas, les corps de deux petites filles. L'identification des corps révélera qu'il s'agit de Michel Guzet et Laurie Farmer. Dans un ultime geste de douceur envers la petite fille, Richard recouvre le corps de Denise, évitant que son corps ne reste à la vue des passants. Il sera révélé au cours de l'investigation que les trois petites filles ont été sexuellement agressées avant d'être assassinées. Avant de continuer, voici quelques détails sur les victimes. Denise Milner, 10 ans, n'était jamais partie en camp d'été avant ce 12 juin 1977. Même si c'est elle qui avait demandé à ses parents de participer à ce séjour de plein air, elle semblait assez nerveuse dans les quelques jours qui précédaient son départ. Peut-être était-ce parce qu'elle serait la seule petite fille afro-américaine ? Dans la dernière lettre, écrite à ses parents la veille de sa mort, elle confia à ses proches qu'elle n'aimait pas être au camp et qu'elle voudrait rentrer pour être auprès des siens. Sa mère expliquera qu'elle avait dit à sa fille, avant son départ, qu'il serait dommage de ne pas tenter l'expérience. Elle était convaincue que sa fille serait contente une fois sur place. Elle avait aussi expliqué à Denise que si vraiment elle ne passait pas un bon moment au camp, alors elle n'aurait qu'à téléphoner à la maison et ses parents viendraient immédiatement la récupérer. Laurie Farmer, 8 ans, était une petite fille vive et brillante. Elle avait sauté une classe et était très en avance pour son âge. On connaît aussi le contenu de la lettre qu'elle a envoyée à ses parents le soir qui a précédé cette nuit maudite. Elle y racontait partager sa tante avec deux autres jeunes filles qu'elle semblait déjà considérer comme des amies. Elle disait aussi qu'elle s'apprêtait à aller au lit, qu'il était 19h45 et qu'elle avait hâte de leur écrire une autre lettre. Elle a terminé sa missive en écrivant à tous les membres de sa famille qu'elle les aimait. Et la troisième petite fille, la petite Michel Guzet, 9 ans, a quant à elle rédigé une lettre à l'attention de sa tante. « Chère tante Karen, comment vas-tu ? Moi, je vais bien. Je t'écris depuis le camp. On ne peut pas aller dehors à cause de l'orage. Moi et mes nouvelles copines campeuses sommes dans la dernière tente du campement. Elle s'appelle Denise Milner et Laurie Farmer. Ma chambre est dans les teintes de violet. Je t'aime. Signé Michel. » Les trois petites filles étaient donc toutes dans un état d'esprit différent, mais semblaient néanmoins apprécier la compagnie des unes et des autres. La lettre de Denise est sans doute la plus glaçante. La petite fille ne voulait pas être là. Sa mère sera d'ailleurs hantée toute sa vie par sa décision d'envoyer sa fille au camp alors que celle-ci avait manifesté son souhait de ne plus y aller. Il est 8h du matin, le 13 juin 1977. Le shérif Weaver se rend rapidement compte que l'affaire est juste trop importante pour la petite police locale et demande l'assistance de l'OSBI, l'Oklahoma State Bureau of Investigation. D'autant que la directrice du camp Scott, Barbara Day, vient de lui rapporter une anecdote stupéfiante. Au printemps, quelques semaines auparavant, les adultes chargés de la surveillance et de l'animation du camp sont venus pour s'entraîner et passer en revue le site, ses infrastructures et ses environs. Durant ce week-end, à l'ambiance bon enfant, un événement est pourtant venu troubler la fête
l'une des tentes a été fouillée et des donuts ont été volés. À leur place, dans la boîte désormais vide, quelqu'un a déposé un mot manuscrit. Nous sommes en mission pour tuer 3 petites filles dans la tente numéro 1. Persuadé qu'il s'agissait d'un canular, l'incident avait vite été oublié et personne n'en avait jamais fait mention publiquement. Un élément important est à noter, normalement, les tentes du sous-campement Kiowa peuvent accueillir chacune jusqu'à 4 enfants. Cela aurait d'ailleurs dû être le cas, mais à la suite d'une erreur, la 4e fille qui devait dormir dans la tente numéro 8 a été installée dans une autre tente. La direction, à cause de l'orage, avait décidé de la laisser passer la nuit là où elle était, et la 4e petite, dont l'identité est toujours restée anonyme, était censée rejoindre Laurie, Michel et Denise dès le lendemain matin. C'est quand même fou de se dire qu'aujourd'hui, elle a la vie sauve grâce à une simple erreur d'attribution de numéro de tente. Revenons ensuite sur le témoignage de la jeune fille de la tente numéro 7. Souvenez-vous, elle a affirmé avoir aperçu une silhouette masculine dans l'entrebâillement de sa tente. L'homme avait alors éclairé à l'intérieur à l'aide de sa lampe torche, examiné visuellement les lieux avant de finalement tourner les talons. La tente numéro 7 abritait 4 jeunes campeuses. Or, sur la note retrouvée dans la boîte de donuts au printemps, l'auteur indiquait être en mission pour tuer 3 filles dans la tente numéro 1. Dans la tente numéro 8 dormaient 3 jeunes filles. Et selon par quel côté on commence à compter, eh bien, la tente numéro 8 peut être considérée comme la première et vice-versa. Maintenant, les jeunes filles dans la tente 7 ont-elles eu la vie sauve grâce à l'esprit superstitieux d'un tueur qui était obsédé par le meurtre de 3 fillettes et non 4 ? Harold Berry, qui fait partie de la Highway Patrol, l'équivalent en France du peloton d'autoroute, est le premier à arriver sur les lieux. Il découvre quelques empreintes de pas menant du sous-campement Kiowa à l'endroit où les corps ont été découverts et fait son possible pour garder la scène intacte, mais sa sécurisation complète n'interviendra que bien plus tard. Les premières constatations permettent néanmoins de retracer le calvaire des jeunes filles. L'attaquant serait apparemment entré par l'arrière de la tente, s'y glissant sans être vu de personne. De toute façon, l'arrière de la tente était tellement proche des arbres qu'il aurait été impossible de voir l'assassin sortir de la forêt pour se faufiler sous la toile. Les enquêteurs avancent l'hypothèse suivante. Laurie et Michel auraient été battus à mort à l'intérieur de la tente. Ce sont les traces de sang, retrouvées en abondance à l'intérieur, qui leur permettent de formuler une telle éventualité. Puis, le tueur a tenté d'effacer les traces de sang en nettoyant le sol avec des draps. Mais une empreinte de pied, de pointure 41,5, a échappé à sa vigilance et a été découverte. C'est d'ailleurs la seule preuve incriminante que l'on identifiera dans la tente. Denise Milner a, quand elle a été ligotée, on a retrouvé dans sa bouche un bâillon qui l'aura empêché de crier pendant l'assaut. Elle a ensuite été menée à l'endroit où les cadavres ont été découverts au petit matin. Elle aussi a été battue, mais c'est un étranglement qui lui a ôté la vie. Les crimes ont été prémédités et organisés méticuleusement. Les bâillons, cordelettes et rubans adhésifs utilisés pour neutraliser les petites victimes ont été choisis avec soin. Un cheveu noir, n'appartenant à aucune des filles, a aussi été découvert collé à du ruban adhésif. Et du liquide séminal a été retrouvé sur le corps de chaque victime. Et le tueur a laissé, sans doute involontairement, une lampe torche rouge à proximité du corps. La lumière aperçue dans les bois la nuit du crime provenait-elle de cette torche ? On retrouvera sur la lampe une empreinte digitale qui ne sera pas identifiée. Souvenez-vous, on est en 1977 et les moyens de la police à l'époque n'étaient pas les mêmes que maintenant malheureusement. Les autopsies révéleront que les coups mortels portés aux fillettes l'ont été par des objets contondants tenus aussi bien dans la main droite que dans la main gauche. Et même si l'ambidextrie n'est pas rarissime, c'est un indice pour les enquêteurs qu'il y avait possiblement plus qu'un seul agresseur. Malheureusement, là encore, là où les armes en question n'ont jamais été retrouvées. Les cordelettes et le ruban adhésif sont rapidement identifiés comme appartenant à un certain Jack Schroff, habitant d'une ferme se situant à moins d'1 kilomètre du camp Scott. Jack déclare que plusieurs affaires lui ont été volées récemment, dont les cordes et le scotch. Il a par ailleurs un alibi en béton pour la nuit des meurtres,
et se soumet volontairement au détecteur de mensonges. Vous commencez à le savoir maintenant, le détecteur de mensonges, on le sait, n'est pas fiable et d'ailleurs il n'est, je crois, plus accepté comme preuve face à un tribunal. C'est important de le préciser. En tout état de cause, devant l'ensemble de ces éléments et de son alibi, Jack est lavé de tout soupçon et il est définitivement rayé de la liste des suspects pour ce triple meurtre. Les enquêteurs se mettent alors à analyser le profil des criminels de la région jusqu'à tomber sur un homme de 34 ans nommé Gene Leroy Hart. L'homme, d'origine Cherokee, l'une des tribus natives des Indiens d'Amérique, s'est échappé de la prison du comté de Mays 4 ans auparavant. Il purgeait alors une peine pour, entre autres, l'enlèvement et le viol de 2 femmes enceintes. Ces agressions survenues en 1966 présentent plusieurs similitudes avec le meurtre des 3 petites campeuses. Les futures mamans, qui auraient été enlevées aux abords d'une discothèque, avaient ensuite été conduites en forêt pour être bâillonnées et ligotées avec des cordes et du ruban adhésif. Après les viols, Gene Leroy Hart avait enveloppé le visage de ses victimes avec du scotch pour les empêcher de respirer, les vouant lentement à une mort certaine. Et miraculeusement, l'une des 2 femmes avait réussi à se débarrasser de ces liens et elles en avaient toutes les 2 réchappé. Elles avaient expliqué lors de leurs témoignages respectifs que Hart semblait délirant durant l'agression et qu'il émanait de sa personne des sons étranges, semblables à des grognements gutturaux de chiens ou de loups. Ce dernier élément, en plus des cordes et du scotch, n'est pas sans rappeler les bruits entendus par plusieurs personnes près du sous-campement Kiowa dans la nuit fatidique du 12 au 13 juin 1977. Arrêté pour les viols des 2 femmes, ainsi que pour 4 cambriolages, il avait été condamné à 308 années de réclusion criminelle. Hart purgeait donc sa peine quand il s'est échappé de la maison d'arrêt. Alors que le camp Scott est évacué et que les parents attendent, fous d'angoisse, le retour de leur progéniture, la brigade canine est dépêchée sur les lieux. Les chiens renifleurs sont mis à contribution, mais ne remontent, hélas, aucune piste. Les bois sont tellement denses dans la région que de nombreux volontaires parmi les 600 personnes qui participent aux recherches se perdent. Au cours de ces recherches, justement, l'agent Arthur Linville de l'OSBI trouve une grotte dans les collines qui surplombent le camp Scott. À l'intérieur, il y découvre un mélange d'objets hétéroclites, un sous-vêtement rouge, un cliché de 2 femmes, vraisemblablement pris au cours d'un mariage, un journal et une paire de lunettes de vue appartenant à l'une des surveillantes du camp d'été. La photo visiblement prise lors d'un mariage a été diffusée dans la presse et à la télévision, les enquêteurs espérant que l'auteur de ce cliché se manifeste. Jackpot. C'est un surveillant pénitentiaire qui a pris cette photo. En plus de son emploi de surveillant, il travaille durant les week-ends comme photographe de mariage. Et généralement, il développe ses clichés au cours d'ateliers photos, l'une des activités pédagogiques proposées à la prison du comté de Mays. Le détenu qu'il avait aidé ce jour-là à développer cette photo, c'était Gene Leroy Hart. Pour finir avec le faisceau de preuves accablant de Gene, sa mère habite non loin de la grotte où ont été découverts ces indices. 2 semaines après les assassinats, il a d'ailleurs été aperçu dans les collines, proches de la grotte, par un des fermiers de la région. En se rendant sur place pour enquêter, l'agent Harvey Pratt découvre des traces de feu, mais surtout, il tombe sur plusieurs mégots de cigarettes. Il reconnaît le bois utilisé pour allumer les feux, du cèdre, et la disposition assez particulière des foyers, d'une façon spécifique, propre au rituel indien. Sur les mégots, il constate que les filtres ont tous été retirés. C'est là aussi une pratique typiquement Cherokee. Et l'agent Pratt est d'ailleurs bien placé pour le savoir, car il est lui aussi natif de cette tribu. Des analyses sont menées et on retrouve sur les mégots des éléments organiques permettant de tracer le groupe sanguin du fumeur. Il s'agit du groupe O. Et qui possède ce groupe sanguin ? Bingo, Gene Leroy Hart. Une empreinte de chaussure est aussi découverte aux abords de la grotte, dont la taille correspond à la trace ensanglantée laissée dans la tente numéro 8. Cependant, la pointure ne matche pas avec les chaussures que porte habituellement Gene. Souvenez-vous, l'empreinte retrouvée est de taille 41,5, mais Gene, quant à lui, chausse du 44,5. Une autre grotte est ensuite découverte aux abords du camp Scott,
à environ 1,5 km sur la propriété de Jack Schroff, le fermier qui avait été en premier lieu suspecté. C'est un ex-prisonnier qui a rencardé la police. Il affirme avoir rencontré Jean sur place après les meurtres. Cet ex-détenu, alors âgé de 16 ans quand il témoigne, sera plus tard accusé du meurtre de son propre fils, qui avait 3 ans. Il ne sera pour autant jamais considéré comme un suspect dans le meurtre des 3 petites campeuses. Dans cette nouvelle grotte, dont l'emplacement a été révélé par le jeune homme, l'équipe d'investigation découvre un message écrit sur l'un des murs de la cavité. 1977-06-17, le tueur était ici. Au revoir les débiles. Le format utilisé pour la date, année, mois, jour, est spécifique à certaines entités des États-Unis, le système pénitentiaire et les instances militaires. Une fois toutes les campeuses à nouveau en sécurité auprès de leurs parents, les forces de l'ordre ont enfin pu mettre en place un périmètre de sécurité pour geler la scène de crime, mais aussi le camp Scott dans son ensemble. Des gardes sont missionnés pour surveiller 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 le terrain de camping. Pourtant, quelqu'un continue, nuit après nuit, à rôder dans les parages. Des traces de pas sont régulièrement découvertes et des portes sont retrouvées ouvertes alors qu'elles avaient été pourtant soigneusement fermées. Et c'est dans cette atmosphère pesante que certains gardes rapportent des faits angoissants, des silhouettes sont fréquemment aperçus dans la forêt épaisse et touffue pendant la nuit. Lorsque ça arrive, on envoie les chiens renifleurs sur la trace de ces ombres, en vain. L'un d'eux revient d'ailleurs un jour en piteux état, comme s'il avait été battu. Les gardes décident même de tendre des fils entre les arbres pour voir quel chemin le rôdeur ou les rôdeurs utilisent. Ces fils sont retrouvés brisés, sans que cela puisse mener au repère du malfaiteur, ni dévoiler le moindre indice sur son identité. Un jour, l'un des gardes retourne dans le hall de réception, aussi appelé le Grand Hall, qui est devenu le QG des forces de police. Et il y découvre, accroché à la poignée de la porte, un sac. Dans ce sac, il y a une paire de petites chaussettes roses, ainsi que des baskets d'enfants, avec le nom de Denise Milner cousu à l'intérieur. Les chaussettes et les chaussures sont mouillées. Alors, ont-elles été lavées ou détrempées par la pluie? Qui a déposé ces objets? Et surtout, dans quel but? Plusieurs théories sont avancées, mais aucun résultat ne ressort malheureusement de l'exploitation de cette piste. Après près d'une année d'investigation et de chasse à l'homme, l'agent Larry Bowles collabore avec une source issue de la communauté Cherokee et découvre que Jean Leroy Hart, le suspect principal dans le triple meurtre du camp Scott, se cache et mène une existence de reclus chez un certain Sam Pigeon. Sam Pigeon vit à 80 km à l'est du lieu du crime. Il est persuadé de l'innocence de Jean, qui, selon lui, est victime de préjugés racistes. Au sein de la congrégation Cherokee, d'ailleurs, beaucoup de gens croient effectivement eux aussi en l'innocence de Jean et sont prêts à le défendre. Il est connu que les Cherokees forment un peuple soudé, toujours prêt à se soutenir et à s'entraider les uns les autres. Jean vivait donc depuis des mois dans une cabane au fond des bois, prêtée par Sam Pigeon. Les forces de police encerclent la hutte, forçant Jean à se rendre. En lui passant les menottes, l'agent Bowles demande à Jean « Tu as tué ces gamines, n'est-ce pas ?» Ce à quoi l'accusé lui aurait répondu « Tu ne me feras jamais porter le chapeau pour ça. » Arrêté le 6 avril 1978, c'est moins d'1 an après son interpellation que le procès de Jean Leroy Hart se tient, au cours du mois de mars 1979. Son avocat se nomme Larry Oliver. Il est lui-même originaire de Tulsa, dans l'État d'Oklahoma. Lors du procès, Jean a tant de soutien et tant de défenseurs que les familles des victimes sont contraintes à être sous escorte policière dans leurs allées et venues au sein du tribunal, histoire d'être sûr qu'aucun mal ne puisse leur être fait. Ce que je trouve quand même assez fou. Alors que l'opinion publique est convaincue de la culpabilité de Jean Leroy Hart, hormis au sein de la communauté de Cherokee, comme on vient de le voir, la défense, méthodiquement, démonte une à une les différentes accusations du dossier. Premièrement, l'empreinte ensanglantée retrouvée dans la tente numéro 8 était bien trop petite pour être celle de Jean, comme on l'a vu. 3 pointures différencient les 2 empreintes. En second lieu, l'empreinte digitale sur la lampe torche rouge retrouvée à proximité des corps ne semble pas appartenir à Jean. Troisièmement, les prélèvements effectués sur les 3 petites victimes ne se sont pas révélés concluants.
sans doute à cause de la contamination de la scène de crime. Et puis, selon l'accusation, le cheveu noir retrouvé sur le ruban adhésif appartient forcément à Jean. Mais cela n'a jamais pu être scientifiquement démontré. Enfin, la défense affirme que certaines preuves retrouvées ont été créées de toutes pièces et placées de façon stratégique pour faire accuser Jean. Les raisons évoquées pour ces actes sont le racisme pur et simple. Devant le manque apparent de preuves matérielles tangibles, le doute est plus que raisonnablement permis. Après des jours d'audience où l'on a présenté les preuves et scellées, où les plaidoiries ont été déclamées avec passion, le jury populaire se retire pour délibérer. Et au bout de 6 heures, le verdict est rendu. Jean Leroy Hart est non coupable. Il est donc acquitté. Les jurés ont considéré qu'au vu des preuves présentées, Jean Leroy Hart représentait le coupable idéal à cause justement de ses origines. Il est de toute façon renvoyé en prison pour purger sa peine de 305 années restantes pour les viols et les cambriolages commis avant la tragique nuit du 12 juin 1977 et le 4 juin 1979, soit moins de 2 ans après les 3 homicides du camp Scott. Jean Leroy Hart s'effondre après 1 heure d'exercice physique. Il est victime d'une crise cardiaque qui lui sera fatale. 2 des familles de victimes ont par la suite poursuivi le Magic Empire Council qui gérait le camp d'été du camp Scott. Elles ont chacune demandé 5 millions de dollars, estimant qu'une négligence avait été commise. Au tribunal, les discussions ont notamment tourné autour du mot manuscrit, pris pour un canular, et de la distance, 79 mètres, séparant la tente des surveillantes et celle des filles. Finalement, les jurés se sont prononcés en faveur du Magic Empire Council. En 1989, des tests ADN ont eu lieu sur 5 marqueurs, 3 correspondent à l'ADN de Jean Leroy Hart. Pour vous faire une idée, statistiquement, sur 7700 personnes issues des tribus natives d'Amérique, seul un individu pourrait avoir ces 3 correspondances, donc en gros, une chance sur 7700. En 2008, de nouvelles analyses ADN ont été conduites sur les taches que l'on avait retrouvées sur des thés d'oreiller. Malheureusement, les résultats ne mènent à rien, car l'ADN est trop détérioré pour établir un profil génétique exploitable. Cette année, 2022, au mois de juin, ça fera 45 ans que Denise, Laurie et Michel ont été sauvagement violés et assassinés. Et 45 ans plus tard, leur meurtrier n'a toujours pas été officiellement identifié et ne le sera probablement jamais. Et vous en pensez quoi ? Est-ce que vous pensez que Jean Leroy Hart pourrait être le coupable ou que, comme l'a estimé le jury, il a été accusé à tort à cause de ses origines? Donnez-moi votre avis en commentaire et n'oubliez pas, si vous avez trouvé le secret d'aujourd'hui, d'indiquer dans votre commentaire, comme d'habitude, le timestamp et de quoi il s'agit. Comme d'habitude aussi, je vous propose, pour ceux que ça intéresse, de discuter ensemble de cette affaire au cours du prochain live, mercredi normalement. D'ici là, prenez soin de vous et merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Salut!